En fait, le downwall, ça veut dire mur de l'aube, littéralement en anglais. Et en fait, c'est toute la face qui est orientée est d'El Capitan, juste à droite du nose. Le premier mur qui prend le soleil quand le soleil se lève à l'aube. Et ça a longtemps été un mur un peu iconique sur El Capitan, enfin une face vraiment iconique, parce que déjà c'est la plus raide, c'est la plus lisse. Ça semble être, à l'époque, ça semblait être vraiment impossible. Quand Warren Harding, je sais plus en quelle année, il s'est attaqué à ça, ça semblait vraiment être quelque chose de fou. Il est resté des jours et des jours sur la paroi. Il y a des gens qui sont venus le sauver. Il a montré des gros doigts d'honneur en disant non, je descendrai pas de ce mur. Et puis il y a eu des controverses parce qu'il a planté énormément de pitons. Et enfin voilà, il l'a pas fait d'une manière tellement clean. Même si apparemment quand les répétiteurs sont retournés après dans sa voie, ils ont fait. En fait, c'était vraiment, c'était déjà très très dur et très engagé ce qu'il a fait. Et donc ça, c'était la première ascension du downwall en escalade artificielle, donc pas du tout d'escalade libre comme on le fait maintenant. Et déjà ça, c'était vraiment un bon pilier de l'histoire de l'escalade au Yosemite. Et puis derrière, il y a eu des voies en libre sur El Capitan, mais vraiment pas du tout sur cette partie-là du mur, quoi. Cette partie-là du mur semblait impossible à grimper en libre, jusqu'à ce que Tommy Caldwell s'intéresse au truc après avoir fait plein de voies sur El Cap. Il s'est intéressé à ce mur-là. Il a passé 8 ans de sa vie à chercher des options pour grimper en libre la face du downwall. Et il a fini par trouver vraiment un itinéraire possible en passant par des endroits vraiment improbables. Et puis il a fait cette fameuse voie qui est devenue hyper connue, qui a été médiatisée hyper fort par le New York Times, par Barack Obama, enfin voilà, ça a été un gros moment, probablement l'ascension et la performance en escalade la plus médiatisée de tous les temps. Avec peut-être le free solo d'Alex Honnold derrière, mais ça a été un gros boom médiatique pour l'escalade. Et derrière, ça fait une voie qui est tout simplement exceptionnelle. Enfin, moi, je trouve encore plus maintenant que j'ai été dedans. Avant, je me disais bien que ça devait être une voie incroyable, mais maintenant que j'ai été dedans, je peux vraiment le confirmer. C'est 1000 mètres de grimpe, 32 longueurs, et pratiquement que des longueurs dans le 8. Les cotations, en termes de chiffres, pour moi, étaient vraiment affolantes. Il y avait une partie de moi qui espérait que ce soit surcoté ou qu'il y ait quelque chose. Enfin, ça me semblait presque pas normal d'avoir tant de longueur dure, quoi. C'est vraiment, t'enchaînes, c'est 8A+, 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 8B+, 8B+, 8A+, enfin, et voilà, jusqu'à ce qu'il y ait les longueurs crooks qui sont, tu fais un 8C, puis encore un 8A, et puis 2 9A, et puis un jeté qui est pas facile à côté, mais qui doit être dans le 8C, 8B+, 8C, puis encore un 8B+, et puis t'as un 8B, un 8A, un 8A+, encore un 8A+, un 8B, et puis après, il reste une dizaine de longueurs qui sont un peu plus faciles, mais qui restent soutenues, qui restent des longueurs dans le 7, pas faciles à protéger, souvent engagées, des traversées avec des itinéraires pas évidents à trouver, donc ouais. Cette voie a vraiment toutes les difficultés qu'on peut trouver sur El Capitan. Il y a des longueurs en dalles engagées, pas faciles, il y a des dulfers hyper physiques avec des pieds à plat, il y a des traversées avec vraiment des très très petites prises, des jetés, des moves physiques, enfin voilà. Elle a à peu près tout pour plaire, je trouve. Et donc c'est pour ça que pour moi ça en fait vraiment une voie exceptionnelle.